L'algorithme source, livre 2, chapitre 2. Le transfert. Dans la salle d'invocation, après qu'Ethan, sous les traits de l'être sublime, soit parti, Pierre, Kilian et Gabriel restèrent un moment quoi. Pierre fixait la montre gousset qu'il avait gardée en main, mais son esprit était ailleurs. Vous êtes pour moi ce que les habitants de votre Sumérie sont pour vous. Ces mots rebondissaient dans sa tête, encore et encore. Mais le puzzle était achevé. Lui, Kilian, Gabriel et tout ce qui existait en ce monde était l'œuvre d'un programme informatique. « Je n'arrive pas à le croire, » dit Kilian en rompant le silence. « Même si tout ça est vrai, je crois que mon cerveau n'est pas prêt à l'accepter. » Moi, je suis prête. Kilian la regarda étonné. J'ai bien cru toute ma vie qu'il existait un Dieu à l'origine de tout. J'ai cru à Adam et Ève. J'ai cru au déluge et Noé. J'ai cru à la résurrection. J'ai cru à tout ce qu'on m'a fait croire juste parce que c'était écrit. Et j'y crois toujours, en fait. Alors, quand de mes yeux je vois ce que nous avons vu, je pense que je suis capable de croire à ça aussi. Moi aussi, dit Pierre en redressant la tête et se tournant vers eux. Nous, plus que quiconque, pouvons apprécier la possibilité d'une telle chose. La vie sur Sumérie est une réalité. Nous l'avons expérimentée, nous l'avons vécue, nous en avons pris pleinement conscience. Les habitants de Sumérie n'ont aucune raison de croire qu'ils ne sont pas vrais, que leur univers n'est pas vrai. Tout comme nous. Nous n'avons aucune raison de croire que notre univers n'est pas vrai. Et pourtant, si Sumérie est une simulation informatique, alors rien n'empêche de dire que nous aussi, nous ne sommes pas autre chose. C'est ce que nous laisse entendre cet être incroyable. Et tous les indices tendent vers cette réalité. Donc, Sumérie a été créée par notre monde et nous serions issus d'un monde encore plus haut? Un monde dans un monde dans un monde? Questionna Kilian encore incrédule. Oui, acquiesça Pierre. Et si jamais sur Sumérie une civilisation arrivait à un niveau technologique tel que le nôtre, et que, à son tour, elle crée un algorithme donnant la vie? Il laissa en suspens sa phrase, puis reprit. C'est une sorte de poupée russe algorithmique, comme tu le dis, Kilian. Un monde dans un monde, dans un monde, dans un monde, etc. Et sans qu'aucun ait conscience du monde qui le contient, du monde qui l'a créé. Sauf pour nous maintenant. Oh là là, mais c'est un truc à yoyoter de la touffe pour toujours, ça. Gabriel émit un petit bruit de nez en esquissant un sourire, tandis que Pierre acquiesça du chef. Je crois que tu as raison, mon cher Kilian. Le monde entier yoyote de la touffe. On s'invente des histoires, on élabore des théories, des cosmogonies, des idéologies complètement folles parfois. Mais au final, on ne sait rien. Au moment où Pierre finissait sa phrase, Ethan se matérialisa sur le socle d'invocation. Il avait abandonné sa forme d'être sublime et mesurait maintenant la même taille qu'eux. Merci de m'avoir attendu. Je vous prie d'excuser mon attitude un peu cavalière. J'étais pressé. Il fallait que je m'occupe d'un problème urgent, mais tout est rentré dans l'ordre. Pierre, êtes-vous prêt à me rejoindre? Je veux comprendre. Je veux savoir. Oui, bien sûr que je suis prêt à vous rejoindre. Mais, avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir qui vous êtes et pourquoi vous avez besoin de moi. Je me nomme Ethan Deliri. Le personnage dans lequel je me présente à vous n'est pas ma véritable apparence, tout comme le géant de lumière. Je ne suis en fait qu'un simple informaticien, pas différent de vous physiquement. L'endroit où j'habite a subi une grave guerre, et pour des raisons qui seraient trop longues à vous expliquer, j'espérais pouvoir démasquer les responsables grâce à l'algorithme source que vous avez réussi à recréer. Malheureusement, mes compétences sont limitées en la matière. C'est pour cela que j'ai besoin que vous me rejoigniez. Là où je vis, je suis seul. Je n'ai personne vers qui me tourner. Personne qui puisse m'aider. Vous êtes Pierre, mon seul espoir. Quand je vous aurai fait passer dans mon monde, les choses auront plus de sens pour vous. Ethan, dépouillé de son apparence sublime, semblait tout à fait normal. Et cette discussion aurait pu être banale, s'il n'était pas question de passer de ce monde numérique qui était le leur, et dont il n'arrivait pas encore à accepter complètement sa réalité algorithmique, au sien, pour le coup bien réel, semblait-il.
J'accepte de vous aider. Reste la question de savoir comment vous comptez vous y prendre pour nous faire venir jusqu'à vous. Nous? Interrogea Ethan surpris. Les deux jeunes gens et Pierre se regardèrent. Puis Gabriel apostropha Ethan sur un ton non négociable. Vous ne comptiez pas nous laisser là? Nous sommes aussi de la partie. Vous voulez venir aussi? Demanda-t-il contrarié. Bien sûr qu'ils viennent, imposa Pierre. Ils sont liés à cette aventure au même titre que moi. C'est nous trois ou rien. Pour Ethan, il fallait que Pierre vienne. Si pour cela ces deux jeunes gens devaient l'accompagner, alors son choix était vite fait. Soit. Alors vous venez aussi. Les deux jeunes gens furent tout excités, mais Gabriel s'inquiéta tout de même. Et comment cela fonctionne, au juste? Ethan indiqua les sarcophages qui reposaient au fond de la salle. Vous allez devoir vous mettre nus et vous allonger dans ces sarcophages de transfert. Ensuite, vous vous réveillerez à mes côtés. Excusez-moi, Ethan, questionna à son tour Kylian. On doit s'allonger dans ces boîtes pour pouvoir être transféré dans votre monde. Ok, mais on va y apparaître sous quelle forme? Et que vont devenir nos corps ici? Une fois que vous serez endormi, un prélèvement ADN sera effectué et un clone de vous sera fabriqué dans mon monde. Après cela, une bulle intemporelle enveloppera votre sarcophage. Votre corps sera mis en pause jusqu'à ce que vous le réintégriez. En pause? Oui, Répondit Ethan comme si cela était évident. c'est une sorte de sauvegarde de vous-même, mais dans un espace délimité par votre sarcophage. Votre monde va continuer de bouger dans le temps, mais votre temps à vous sera en pause. Lorsque vous reviendrez, vous n'aurez ni changé, ni vieilli. De toute façon, je ne compte pas vous garder longtemps, donc cela n'aura que peu d'impact pour vous. Pierre inclina la tête, satisfait. Eh bien, je crois que nous pouvons commencer. Et que fait-on de lui? Demanda Kylian en montrant Julian au sol, toujours inconscient. Emmenons-le de l'autre côté de la porte, proposa Pierre. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à récupérer la clé et fermer cette lourde porte en bronze. Ainsi, nous sommes sûrs que personne ne pourra entrer. C'est ce qu'ils firent. Ils découvrirent de l'autre côté les corps inconscients de Pestor et Marmandine et tirèrent Julian jusqu'à eux. Puis ils refermèrent la porte en bronze et s'enfermèrent ainsi dans la salle d'invocation. Gabriel laissa les deux hommes se déshabiller en premier, en leur tournant le dos. Puis une fois qu'ils furent installés, elle fit de même non sans avoir demandé à Ethan de regarder ailleurs. Avant de s'allonger dans le sarcophage, elle embrassa la scène. La grande salle d'invocation. Les trois sarcophages alignés, Ethan au centre du socle d'invocation, et elle, frêle silhouette nue embarquant pour un autre monde. Était-elle réellement en train de faire ça? Cet acte, c'était comme accepter de remettre en doute tout ce en quoi elle croyait, la tangibilité du monde, de son existence. Elle s'allongea, le sarcophage vitré se referma. Elle adressa une prière par habitude et s'arrêta. Et Dieu dans tout ça? Puis tout devint noir. Les séquences ADN des trois dormeurs arrivèrent dans l'ordinateur du laboratoire médical de l'Oasis. Et aussitôt, 3 sarcophages furent connectés et remontés dans le laboratoire. Une multitude de tubes flexibles se fixèrent au sarcophage de régénération cellulaire, apportant les composants essentiels à la construction d'un corps. D'abord ce furent les os, la moelle épinière et le cerveau. Ensuite, les muscles, les organes internes et enfin la peau. Après un bombardement de rayons stimulants, les corps furent prêts. Pierre et Kylian arrivèrent presque simultanément dans leur clone. Leur électroencéphalogramme s'activa et aussitôt ils furent soumis à une batterie de tests et d'électrostimulation. Sur les écrans, les diagrammes multiples dessinaient les réactions des muscles, le bon fonctionnement des organes et la réussite de la liaison corps-esprit. Un robot analysait le tout. Comme les paramètres étaient au vert, le robot médical retira les sondes, ouvrit le sarcophage et les fit revenir à eux. Leurs yeux mirent un peu de temps à s'habituer. Leur clone voyait pour la première fois. Fixant le plafond blanc, ils firent bouger les doigts de leurs mains et de leurs pieds. Puis ils s'étirèrent et sentirent chacun un frisson les parcourir, signe que tout fonctionnait parfaitement. Puis enfin ils bougèrent la tête, se redressèrent lentement sur les coudes, et comme les parois latérales du caisson de régénération s'abaissaient,
Ils finirent en position assise, les jambes ballottant à quelques centimètres du sol d'un laboratoire situé dans un autre monde. Kilian regarda son corps nu et imberbe. Toutes les cicatrices qu'il s'était faites avaient disparu. Son corps était parfait. Il se trouva même un peu plus musclé. Il redressa la tête et observa le lieu où il était. C'était une pièce blanche, à mi-chemin entre le laboratoire médical et une salle informatique. Il y avait des écrans un peu partout et un robot qui attendait patiemment. Sur sa gauche, Pierre s'était redressé aussi. Et quand Kilian le vit, il se demanda si c'était bien lui. Pierre paraissait plus jeune. Il n'avait plus de barbe et était tout aussi imberbe et chauve que lui. Il ouvrit la bouche pour lui parler, et un étrange gargouillis en sortit. Le robot dit alors « Parlez doucement, vos cordes vocales sont fragiles. D'ici quelques heures, votre corps sera complètement opérationnel. » Kilian réussit à articuler un « Merci. » et, se tournant vers Pierre, « Je ne rêve pas là. »« Non ?» lui répondit Pierre tout bas. « Où est Gabriel ?» Kilian se tourna de l'autre côté. Le sarcophage où se trouvait le clone de son ami était encore fermé, mais il pouvait voir son corps nu, parfait. Et il détourna les yeux en rougissant, gêné et ravi en même temps. « Sortons !» Ils s'habillèrent avec des vêtements blancs qui étaient déposés là à leur attention et sortirent du laboratoire médical. Ils se retrouvèrent dans un sas de décontamination qui s'ouvrit après quelques secondes. En face d'eux, un homme d'une trentaine d'années, 1m75 environ, et le cheveu brun les accueillit. « Bienvenue, je suis Ethan. » se présenta-t-il en leur tendant la main qu'ils serrèrent chacun leur tour. « Vous risquez d'être un peu fatigué pendant une bonne heure. » Effectivement, il se sentait un peu faible. « Gabriel n'est pas encore réveillé. Tout va bien, n'est-ce pas ?» demanda Kilian lentement. Ethan parut étonné et imprécis. « Je ne sais pas, je vais aller voir. » bredouilla-t-il. Le cœur de Kilian s'emballa. La peur noua son estomac. Il tourna la tête vers la salle des sarcophages dans l'espoir d'apercevoir Gabriel en train de se réveiller. Mais son caisson était encore fermé. Il obliqua son regard vers Ethan. Il leur avait assuré que tout se passerait bien, que ce n'était qu'une simple formalité. Mais il avait l'air perdu. Il leur tournait le dos, pianotant au hasard sur une console. Et Kilian vit rouge. Il fonça sur lui avant que Pierre ait pu l'en empêcher. Il le prit par l'épaule, le retourna, lui agrippa le col et le plaqua contre le mur. « S'il lui arrive quoi que ce soit !» réussit-il à dire avec une voix rauque. « Je vous jure, je vous dis !» Mais l'excès d'adrénaline le vida complètement. Sa vue se troubla. Ses mains lâchèrent Ethan, qui le rattrapa avant qu'il ne s'écroule. Pierre, qui l'avait suivi, l'aida à l'asseoir au sol, le dos contre le mur du laboratoire. Ethan réajusta ses vêtements et prit sur lui pour parler calmement. « Je comprends votre inquiétude, mais il arrive que le processus soit plus lent parfois. Ne vous inquiétez pas, je vais voir ce qu'il en est. » Mais il était comme eux, en fait. Dépassé par ce qui arrivait. C'était la première fois qu'il faisait un transfert. Il n'avait fait que suivre les instructions trouvées dans l'Oasis et avait fait confiance au système informatique du centre médical. Sur l'écran, le système indiquait que le transfert était en cours, rien de plus. Il sortit rejoindre Pierre et Kilian et, faisant bonne figure, leur annonça avec aplomb que tout était normal, qu'effectivement le temps de transfert était juste un peu plus long. Mais en son fort intérieur, il espérait que le transfert aboutisse et de bonne manière. Il le fallait. Pierre devait être dans les meilleures conditions à son égard, s'il voulait qu'il l'aide. L'algorithme source, livre 2, chapitre 3. Juste un rêve. Gabriel avait l'impression de flotter dans la nuit. Puis une lumière ténue au départ, venant de loin, s'intensifia. Et soudain, elle se retrouva dans une prairie. Elle regarda tout autour d'elle et découvrit Sapere. Il était là, qu'il observait avec ses grands yeux curieux. « Sapere ? Que fais-tu là et où suis-je » « Là, tu n'es pas vraiment. Un détour ton esprit a fait, mais tu rejoindras le corps qui t'attend et celui qui te veille. » Celui qui me veille ? Je ne comprends pas. Il tient beaucoup à toi. Kilian ? L'un pour l'autre vous êtes faits. Il
t'aime si fort que sa vie pour toi il pourrait donner. Toi aussi tu éprouves ce sentiment, mais quelque chose t'empêche d'y accéder, de lâcher prise. Je dois être en train de rêver. se dit-elle pour elle-même. À moins que... Je suis morte? Non, juste un détour ton esprit fait. Depuis combien de temps je fais ce détour? Demanda-t-elle car elle avait l'impression d'être dans ce rêve, ce détour, depuis une éternité. Le temps n'a pas d'importance. Viens. Elle suivit Sapere, et ensemble ils arrivèrent en haut d'une montagne qui était creusée en son centre, comme les vestiges d'un ancien volcan. En bas, il y avait une végétation luxuriante, que Sapere se mit à observer, comme dans l'attente de quelque chose. Que faisons-nous? Demanda-t-elle un peu perdue. Nous attendons. Elle n'osa pas demander ce qu'ils attendaient, et préféra s'asseoir, les bras autour des jambes et le menton sur les genoux, à regarder cet écrin vert. Puis un changement s'opéra en bas, et fronçant les sourcils, elle se redressa. Le paysage dans le volcan était en train de changer. C'était comme un film en accéléré. Des animaux de tailles différentes apparaissaient et disparaissaient sous ses yeux, rampant, marchant, volant. La pluie succédait au soleil, puis au vent, de nouveau à la pluie, au soleil. Mais le plus étrange, c'est que cela se passait dans le cœur de ce volcan, comme un microcosme indépendant, comme si elle et Sapere regardaient le monde à travers un judas. Ce qui était d'autant plus vrai que les bords de ce microcosme étaient comme arrondis et légèrement déformés. Dans ce film en accéléré, des êtres humains apparurent. Ils étaient en harmonie avec la nature, ils n'étaient qu'un maillon de son fonctionnement. Tentant de l'apprivoiser, ils se mirent à fabriquer des outils, à maîtriser le feu et à se poser des questions. Dans ses premiers âges, la femme était vénérée, car elle donnait la vie. C'était un acte si fort, si incroyable, si incompréhensible pour eux, que les femmes ne pouvaient être autre chose que des divinités. Puis l'homme comprit son propre rôle dans la création de cette vie, et s'en octroyant tout le mérite, il remplaça la divine femme par Dieu. Le paysage sous les yeux de Gabriel, lucane sur un monde passé, changea de nouveau, se réduisant aux quelques mètres carrés d'une chambre. Sa chambre. Elle était là, petite fille de 8 ans, endormie paisiblement dans son lit. La porte s'entr'ouvrit, et dans l'entrebâillement, la silhouette de son père se dessina. Gabriel sentit un frisson glacial lui parcourir la colonne vertébrale. La vision se brouilla, et elle entendit son père dire « C'est Dieu qui le veut ». Ses mains tremblaient devant ce souvenir douloureux. Elle se tourna vers Sapere. « Je ne veux pas voir ça. Ce n'est pas un rêve. » Peut-être, effectivement, mais comprendre tu dois. L'image en dessous changea encore, et c'était encore elle, dans la même chambre. Mais elle avait alors 12 ans. C'était le soir où elle s'était libérée de l'emprise de son père. Elle avait le couteau dans la main, tremblante, mais décidée. Son destin lui appartenait, son corps lui appartenait. Son père reculait et sortait enfin de sa chambre. L'image se figea sur cette frêle fillette qui avait su transcender ses peurs, mais qui n'en demeurait pas moins fragile. « Qui tient le couteau ?» demanda Sapere. « C'est moi. » répondit-elle avec peine. Ce souvenir était douloureux. « Pourquoi je revis cela? Pourquoi es-tu là? » Ce ne sont pas les bonnes questions. Cette fillette, Gabrielle, où a-t-elle puisé la force de se révolter? Je ne comprends pas. Pourquoi? Qui t'a donné la force? Insista Sapere. Dieu! Il m'a transcendé! Il m'a donné le courage! Lui cria-t-elle pour que cela cesse. Dieu! Répondit-il un brin sceptique.
Ce même Dieu qui a permis à ton père de te faire ça? Ce même Dieu au nom duquel les hommes ont commis les pires méfaits? L'image changea à nouveau, et sous ses yeux des guerres, des meurtres, des viols, des bûchers, du sang et des chants louant le divin. Tout cela au nom des dieux, Reprit Sapere. Qu'importe le nom qu'ils lui donnent, les êtres humains se sont toujours cachés derrière leur Dieu pour justifier leur acte. Tellement plus facile. C'est pas moi, c'est Dieu. C'est le destin. Dieu en a voulu ainsi. Les voies du Seigneur sont impénétrables. L'être humain, se parant d'un blanc-seing divin, justifie ainsi ce pire crime. Il n'est pas que cela. S'opposa timidement Gabriel. Il est amour et bonté aussi. Bonté, charité, amour, en son nom les meilleures intentions, il est possible de douter. Mue ne serait-elle pas, par une certaine forme d'hypocrisie, gagner sa place au paradis? Gabriel se terra dans un long silence introspectif. Les hommes et les femmes prient, persuadés de pouvoir être entendus par cet être tout-puissant. De les aider, il lui demande, et de l'aide d'une certaine façon, il leur donne, comme il t'a aidé toi. Mais ce n'est qu'une canne sur laquelle ils s'appuient pour s'aider à marcher, alors que leurs membres n'en ont nullement besoin. On leur fait croire que de cette canne ils ont besoin, alors ils continuent à s'appuyer dessus encore et encore. Ils en prennent soin. Ils l'entretiennent, la chérissent, et sans passer, ils n'osent plus y penser. Pourtant, tout est là, en eux, en toi. Tu me dis de ne pas croire, mais toi, qui es-tu? Demanda-t-elle, persuadée maintenant de ne pas être dans un rêve, et que Sapere était bien plus que ce qu'il prétendait être. Tu peux croire, personne ne peut te l'interdire. Crois si cela te fait du bien. Mais crois d'abord en toi. Ta meilleure amie tu peux être, comme ta pire ennemie. Confiance en toi tu dois avoir, croire en toi tu dois. Et si Sapere avait raison? Elle avait toujours cru que c'était Dieu qui lui avait donné cette volonté, cette force. Mais elle commençait à comprendre que c'était elle, rien qu'elle, qui avait résisté à son père. Croire en Dieu lui avait juste permis d'aller puiser en elle la volonté, la force qui y préexistait déjà. Elle plongea ses yeux dans ceux de Sapere. Toutes les couleurs existantes étaient là, dansant dans ses yeux changeants. C'étaient des yeux pleins de savoir, et autre chose aussi. « Mais qui es-tu, Sapere » demanda-t-elle encore. Plus tard, renaître il est temps pour toi. Alors tout devint flou, et la pénombre de nouveau l'enveloppa. Sapere avait dit ce qu'elle avait besoin d'entendre pour devenir une femme. La venue de son pistolero était en bonne voie. Kilian tournait en rond dans le laboratoire médical où s'alignaient les 3 sarcophages. Celui où le corps de Gabriel attendait était parcouru d'un simple halo vert, qui signifiait que le corps était prêt. Soudain les moniteurs s'activèrent, affichant graphismes et courbes, et le sarcophage de Gabriel s'illumina. Il sortit en courant pour aller chercher à l'étage Pierre et Ethan, et lorsqu'ils revinrent tous les 3, Gabriel était debout,
tout de blanc vêtus, et elle leur souriait. « Comment tu vas ?» lui demanda Kilian, dont la voix avait retrouvé une tonalité normale. « Bien. Tu as l'air inquiet. Y a eu un problème ?»« Non, tu es là, tout va bien. Tu as mis juste un peu plus de temps que nous à arriver. Tu me connais, je me suis un peu inquiété. » Les mots de Sapere résonnèrent en elle. Il t'aime si fort que sa vie pour toi, il pourrait donner. Combien de temps ?»« Oh, 1 heure ?» Ah ?» fit-elle étonnée. Cet étrange moment avec Sapere lui avait semblé durer une éternité. Et pourtant... Pourquoi, il t'est arrivé quelque chose ? Non, non, mentit-elle. j'ai juste fait un rêve étrange. Juste un rêve.